vieille dame. J'ai une vieille dame, on peut dire comme ça. Enfin, je sais pas, quand je me fais insulter sur Internet, on dit que je suis vieille. Alors j'aime bien l'assumer parce que je me suis pas beaucoup fatiguée à naître en 1950. C'est ma maman qui a fait le travail. Donc voilà, je suis une femme née en 1950 à Paris, d'une famille d'origine bourguignonne et champenoise. Voilà. D'accord. Je suis née d'une famille catholique. J'ai vécu dans le catholicisme jusqu'au grand souffle destructeur de mai 68 où j'ai viré dans un gauchisme assez destructeur et crétin, dans lequel je suis restée, j'aurais pu sombrer jusqu'à ce que je connaisse, que je fasse l'expérience d'aller en Israël, travailler dans un kibbutz, qui était à titre tout à fait d'expérience, quoi. C'était parce que je tenais pas en place et que l'expérience me semblait intéressante à tenter. Et puis il y a l'attrait du soleil, du beau temps, de l'Orient, quoi. Voilà. Donc l'élément déclencheur chez vous, c'était mai 68, quoi. Ça vous a... Il y a eu un grand bouleversement en mai 68 Oui. qui a correspondu pour moi à un grand malheur, c'est-à-dire vraiment un grand malheur familial, c'est-à-dire à des ruptures, non, il n'y a pas eu de rupture familiale à ce moment-là, mais il y a eu un drame familial, mais rupture au niveau des valeurs, certainement. Hein. Oui. C'est-à-dire que le catholicisme dans lequel j'avais grandi n'était que le catholicisme héritier de siècles et de siècles de vie française. Voilà, il y avait rien de spécifique. Mes parents n'étaient pas spécialement catholiques, mais disons que c'était la culture à laquelle nous appartenions, à laquelle ont appartenu nos aïeux. Et je fais partie de plusieurs lignées de Français paysans. Je suis française pur sucre, je suis assez représentative de ce qu'a été la France pendant des siècles et des siècles. Voilà. Donc c'est en partant notamment en Israël, dans le kibbutz. Voilà, alors c'est après quand même, parce Oui. que mai 68, je suis allée au kibbutz en 71, mais D'accord. j'allais déjà assez mal. Oui. Et je suis allée voir le kibbutz pour aller mieux. Ça D'accord. m'a passablement aidée. Oui. Je me suis passionnée, alors d'abord pour résoudre mes propres problèmes que je n'ai pas résolus, mais disons que je me suis remis quand même la tête à l'endroit. Et je me suis créé, et ça a été très très fort, une espèce de famille de remplacement, parce qu'avec les miens vraiment ça se passait très très mal. D'accord. Donc je vivais en France, hein, je n'ai pas vécu là-bas à proprement parler, mais j'y allais souvent. D'accord. Eux venaient me voir, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai pu par exemple pendant 2 ans ne pas mettre les pieds en Israël et parler mieux, quand j'y suis retournée, parler mieux l'hébreu que la fois d'avant, parce que j'avais reçu tellement de visites chez moi que je pratiquais l'hébreu pratiquement en permanence, quoi. C'est génial, Voilà. c'est génial. Donc j'ai appris l'hébreu comme ça, je l'ai attrapé, j'ai dû prendre une dizaine de leçons pour savoir comment ça s'écrivait, comprendre la base, comprendre la structure de la langue et un minimum de vocabulaire et surtout l'alphabet. Puis après je me suis lancé, puis il fut un temps où je parlais l'hébreu absolument couramment. Maintenant je manque de pratique parce que ça fait quelques années, mais Oui. enfin bon, je comprends quand même. Avant de me lancer dans l'histoire, j'ai quand même eu une expérience très intéressante, c'est que par amour pour les gens que j'aimais en Israël, j'ai voulu connaître les Palestiniens et ça n'avait pas d'autre motivation. Alors si, il y a une motivation première, c'est la recherche de la vérité, mais la recherche de la vérité avec une motivation de trouver la solution pour que ça s'arrange, pour que les gens que j'aime vivent le mieux possible. L'idée, c'était de trouver... Voilà, c'est ça. Et en découvrant les Palestiniens, j'ai découvert la face cachée de ce que le kibbutz n'a pas voulu me montrer. Quand même. Ça a été quand même un déchirement. Donc l'histoire est venue après. J'ai commencé à écrire, j'ai voulu écrire sur cette expérience déchirante un livre qui s'est appelé Les 2 cœurs du monde du kibbutz à l'intifada, Oui. qui a reçu de la part de l'éditeur qui m'a publié, en l'occurrence Françoise Verny chez Flammarion, un accueil absolument enthousiaste et qui est tombé immédiatement dans les oubliettes dès que qui on ne sait pas, parce que je ne sais pas qui c'est, hein, des gens comme ça ont décidé que Marion Sigaud ne passerait pas la barre des médias, que personne ne parlerait de son livre, qu'il serait envoyé au pilon. J'ai même été rayée du catalogue de Flammarion. D'accord. Heureusement qu'il me reste des exemplaires du premier livre, parce que je ne suis même pas dans la liste des auteurs Flammarion. J'ai été sur pression, je ne sais pas de qui. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me donner des suggestions. Voilà. Donc j'ai commencé une espèce de quête vraiment désespérée, non, parce que j'ai continué, mais enfin très très douloureuse, de reconnaissance dans ce que j'écrivais. Et je crois que j'écris assez bien. J'ai commencé, alors j'ai refait des séjours là-bas, j'ai écrit plusieurs livres, et à chaque fois je tombais sur le même piège des médias. On parlera de qui vous voulez, mais pas d'elle, pas de celle-là, alors que tout le monde reconnaissait que j'écrivais bien. Je me suis lancée dans les études d'histoire. Alors une fois ma vie apaisée et mon quotidien remis à l'endroit par une longue période de bonheur qui m'a donné beaucoup d'apaisement, beaucoup de satisfaction.
Et je suis tombée par hasard, mais est-ce que le hasard existe vraiment en la matière? Je suis tombée par hasard sur une réalité que je ne soupçonnais pas, je ne soupçonnais tellement pas que je ne connaissais même pas le mot, je l'ai compris, mais quand j'ai entendu parler... Vous avez tout découvert sur le tas, quoi. Voilà, exactement, absolument. J'ai découvert un jour qu'il existait une abomination qui s'appelait la pédophilie, et je ne connaissais pas ça, j'ai commencé à m'y intéresser, et quand j'ai vu l'énormité de la chose, j'ai dit, là, il y a deux solutions, soit je hurle ce que je sais et je prends une balle, dans le meilleur des cas, soit j'enquête. Et pour enquêter pour moi, c'est dans le passé. Comme dirait M. Chouard, la cause des causes. La cause des causes, voilà, exactement. Exactement. Donc je me suis lancée à 50 ans passés, dans une période où tout me souriait, hein, vraiment. Je me suis lancée dans des études d'histoire pour aller retrouver cette réalité que je pressentais partout autour de moi, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi la réalité? C'est que des gens puissants utilisent leur puissance et le secret que leur puissance leur permet pour abuser de jeunes enfants, c'est-à-dire pour commettre le crime des crimes, s'en prendre à l'enfance, s'en prendre à l'innocence, s'en prendre également à l'humanité dans son devenir, parce que détruire un enfant, c'est détruire l'homme qui sera ou qui n'arrivera pas à être. Donc j'ai voulu aller regarder ce qu'il en était en histoire, et alors là, bingo. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, bingo, j'ai vraiment trouvé le gros lot. Ça a donné mes recherches et mes publications sur l'hôpital général de Paris, c'est-à-dire en fait pour découvrir que les opposants les plus féroces à ce qu'on a appelé l'absolutisme royal de l'Ancien Régime, hein, l'absolutisme royal c'est ce qui va d'Henri IV à la Révolution française, à la fois à l'absolutisme royal et à l'autorité du pape, les opposants les plus féroces étaient les gens qui tenaient l'institution de laquelle disparaissaient des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui étaient là pour trouver secours et assistance. Ils étaient déjà bien placés, quoi. Absolument, et là j'ai trouvé le poteau rose. Alors j'ai véritablement là-dessus, comme pour le reste, reçu le même accueil, c'est-à-dire absolument unanime, personne n'en parle, pas un entrefilet, rien, pas un entrefilet, pas la moindre mention, alors que le travail était fait, que j'ai eu mention très bien à mon diplôme, puisque j'ai passé mon diplôme, j'ai passé un DEA, c'est-à-dire aujourd'hui un Master 2, j'ai passé le dernier DEA, hein, après cette année-là, c'est devenu Master 2. Je n'ai pas voulu faire la thèse parce que j'ai voulu tout de suite atteindre le public. Faire la thèse, oui. Ce qui était tentant quand même, hein, parce qu'en plus de ça, j'avais les moyens de le faire. C'est pas rien. Voilà. Non, mais c'était tentant, mais ça repoussait d'au moins 3 ans le contact avec le public, et je sentais une urgence de communiquer ce que je partager, transmettre. Voilà, partager, transmettre. Je fais ça pour partager et transmettre. C'est bien résumé. C'est ça le but. Le but, c'est ce que j'aime faire et ce que je fais, je crois, c'est chercher la vérité et la dire. Exactement. Voilà, c'est ça, chercher la vérité et la dire. Et alors, il s'est passé pour la Marche Rouge, ensuite pour l'affaire d'Amiens, qui est cet attentat contre le roi, dont je pressentais qu'il y avait une histoire de meurtre par derrière, et mon enquête m'a donné raison. J'ai reçu le même accueil que quand il s'agissait d'Israël, c'est-à-dire que cette fille-là, on n'en parle pas, on ne la relayera pas. Je continue de faire des conférences. Alors, j'ai écrit quand même, Par rapport au public, comment recevez-vous l'accueil selon les régions? De l'amour. De l'amour. De l'amour. Oui. J'ai jamais... Tout le monde a besoin d'être aimé, tout le monde aime être aimé, tout le monde a envie d'être aimé. Parce que... Moi, j'ai qu'à faire une conférence et je reçois de l'amour. C'est-à-dire que maintenant, depuis ces quelques années là que j'ai rencontré Alain Soral, je n'ai qu'à faire ce que j'aime et ce que je sais bien faire pour recevoir des flots d'amour. Parce que l'histoire, à l'école, on nous impose des dates, apprendre des choses par cœur, vous voyez, les choses vraiment... Et qui ne sont connectées à rien. Voilà, c'est ça. Et pour vous, c'est fait exprès. L'éducation nationale fait un travail, par exemple. Je pense que l'histoire est un sujet dangereux parce que quiconque veut mentir commence par mentir sur l'histoire. Quiconque veut manipuler les foules commence par mentir sur l'histoire. Critiquer Michelet, par exemple. Oh, Michelet, la calamité. Critiquer Michelet, critiquer Voltaire. Moi, j'ai lu dans un livre d'histoire sérieux sur le 18e, Voltaire, virgule, grand historien, virgule. Voltaire n'a jamais été ni grand historien, ni petit historien. C'est une abomination. Voltaire, il dit n'importe quoi, il ment tout le temps. Toute démarche de Voltaire est complètement anhistorique, anti-historique, et ce sont les références. Mais ce n'est pas les références des historiens. Moi, j'ai infiniment de respect pour les historiens. C'est les références de l'éducation nationale qui n'a rien à voir avec la transmission du savoir. L'éducation nationale, c'est la transmission de l'idéologie. Voilà. Justement, quels sont les historiens qui vous inspirent? Que vous conseillerez même à lire aux gens? Alors c'est drôle parce que je viens d'en parler à midi. Il y a un historien
que le premier nom d'historien qui me vient à l'esprit, c'est Jacques Herz. Alors c'est gênant parce que c'est un médiéviste et que je ne suis pas médiéviste, précisément. Que j'ai voulu comprendre quelque chose au Moyen-Âge, j'ai lu Jacques Herz. Bon, mais ça, c'est absolument extraordinaire. Jacques Herz, c'est vraiment une référence. Alors, il y a dans les historiens grand public, il y a Jean-Christian Petit-Fils qui est vraiment à lire. Lisez les biographies des rois de Jean-Christian Petit-Fils, c'est vraiment très très bon. Il y a un historien que j'ai bien aimé, dont j'ai lu plusieurs livres, c'est Maurice Levert par exemple. Maurice Levert, c'est vraiment de l'histoire. Sinon, il y en a tellement, mon Dieu. Henri Guillemin, vous conseillerez aux gens? Alors, Henri Guillemin, les vidéos d'Henri Guillemin, je suis partagée parce que Henri Guillemin est très bon sur certaines périodes et beaucoup moins sur d'autres. Oui. Donc je ne suis pas une inconditionnelle d'Henri Guillemin, je suis une inconditionnelle de sa méthode, de son style, de sa bonté, de son intelligence et tout. Mais quand il parle de Robespierre, je ne suis pas d'accord. Guillemin a vu Robespierre à travers les yeux de Robespierre, je suis désolée, Robespierre voyait la France à travers ce qu'il voyait de sa fenêtre entre chez lui et le jardin des Tuileries. C'était pas la France. Et Guillemin a acquis ce travers quand il parle de la Révolution, qui voit la Révolution vue à travers les yeux de Robespierre. Désolé, ça n'est pas ça. Voilà. Donc Guillemin, de ce point de vue-là, s'est trompé. Quand Guillemin parle de la Commune de Paris, je pleure avec lui. C'est absolument extraordinaire. Quand il parle de la Troisième République, c'est absolument étonnant. Mais aucun historien ne peut être bon en tout. Oui. Parce que tout historien digne de ce nom a une période, non pas de prédilection, mais dans laquelle il est meilleur que sur les autres. Comme un sportif, quoi. Ben voilà, moi j'ai écrit un livre, par exemple, sur la chasse aux sorcières et l'Inquisition. Ben c'est une recherche que j'ai faite à partir du travail des autres. Je n'ai pas, moi, fait le travail en archives. Donc, dès qu'il va s'agir de questions un petit peu pointues, je vais être obligé de dire, bah non, attendez, il faut aller voir d'autres gens plus spécialistes. Parlant des sorcières, pourquoi ce massacre? Le massacre des sorcières a été une folie collective qui s'est emparée de l'Europe catholique, parce que l'Europe orthodoxe n'a pas été touchée, après les guerres de religion. C'est-à-dire qu'au lendemain des guerres de religion, la foi n'est plus ce qu'elle était. Et il y a une tradition qui dit, là où le bon Dieu sort, le diable s'engouffre. C'est-à-dire que si les gens n'ont plus la foi, s'ils n'ont plus confiance, s'ils n'ont plus confiance dans leur foi et dans leur pratique, ils se laissent influencer et saisir par les terreurs des manipulateurs de tout poil. Donc la chasse aux sorcières a été une espèce de vague de folie qui s'est emparée de populations, alors qui étaient en proie. C'était après les guerres de religion, donc il n'y avait pas seulement l'ébranlement de la foi, il y avait des situations sociales et économiques désastreuses. Enfin, ça faisait quand même des villes et des villages dévastés. C'est un phénomène qui a saisi des populations à l'image de ce que René Girard a expliqué. Une population en proie à l'angoisse va calmer son angoisse en se saisissant d'un bouc émissaire. Et les sorcières ont été ces boucs émissaires. Maintenant, la chasse aux sorcières, et ça je me plais à le dire et à le redire, n'a pas concerné le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on dit, mais la période d'après les guerres de religion, c'est-à-dire la fin du XVIe siècle, la fin du XVIe siècle jusqu'à un peu plus de la moitié du XVIIe, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, c'est au contraire ce qu'on appelle la Renaissance est passé, donc on est déjà dans la modernité. Et d'autre part, la chasse aux sorcières n'a jamais été l'œuvre de l'Inquisition, puisque l'Inquisition était un tribunal ecclésiastique et que la chasse aux sorcières a été l'affaire des tribunaux laïques. C'était des juges laïques, toujours les fameux juges qui ont fait vraiment bien des misères à la population. Donc, et en France. En parlant d'église, justement, oui. L'église actuelle en France. L'église actuelle, on ne la reconnaît pas, c'est l'église conciliaire. Je crois que l'église telle qu'elle a été, dans sa grandeur, dans son rôle de défenseur de valeurs éternelles, de valeurs sublimes et indépassables, a perdu en 1789. D'accord. Donc tout ce qui s'est reconstitué après, ça a été une église quand même vivante, mais avec l'ingérence de l'État immédiatement. On veut dire le concordat entre Napoléon et le pape, c'est quand même un concordat obtenu avec le pistolet sur la tempe. Donc l'église n'a cessé de perdre, de reculer depuis. Ça fait plus de 200 ans que ça dure. Donc l'église d'aujourd'hui n'est pas la même que l'église d'hier. Je pense que la flamme existe encore. La flamme du catholicisme tel qu'il a été existe encore. Mais sur le plan institutionnel, je pense que c'est absolument catastrophique. Oui. Catastrophique. À l'heure actuelle, c'est catastrophique. Pour vous, l'histoire se répète ou c'est une continuité?
Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est des à-coups. Il y a des périodes. On peut dire que ça se répète, mais non, c'est mal dit. Il ne faut pas le dire comme ça. Il y a déjà eu des situations, des périodes dans lesquelles la France a été très mal. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que j'estime absolument catastrophique pour nous, pour notre pays, pour notre histoire, pour notre nation, pour ce que nous sommes. L'avenir de la France. Tout est possible. Il y a déjà eu des périodes vraiment où la France était perdue et où elle s'est ressaisie. Je pense à l'époque de Jeanne d'Arc notamment. Oui. À l'époque de Jeanne d'Arc, la France était perdue et puis elle n'a pas été perdue, mais il y en a eu d'autres. Notamment au lendemain des guerres de religion, il y a vraiment eu des périodes terribles où l'autorité est revenue. Mais là, que la France soit déchristianisée comme elle l'est maintenant, je pense qu'il n'y a pas de précédent. Mais ça ne veut pas dire que c'est fichu. De toute façon, on n'a pas le droit au désespoir. On ne peut pas se permettre. Exactement. Donc, que conseillerez-vous aux gens qui veulent s'intéresser à l'histoire, qui veulent faire comme vous, devenir historien? Alors d'abord, c'est à la fac que ça se passe. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. La base. Mais la base, le savoir est à l'université. C'est là qu'il se trouve. Et curieux, j'imagine aussi. Parce que... les références y sont. Les gauchistes y sont aussi, les salopards y sont, mais les gens bien y sont également. D'accord. Les gens bien y sont également. C'est un tout. Voilà, c'est un tout. J'ai eu vraiment des très bonnes expériences à la fac. J'en ai eu de désastreuses, et je ne suis pas la seule. Mais les gens bien se trouvent également à la fac, donc il faut les chercher. Et surtout, alors je l'ai déjà dit, je vais être très grossière, mais je vais le redire, quand vous êtes à la fac, vous fermez votre gueule. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Et vous ne dites pas que vous regardez mes vidéos. Ça ne servira à rien. À rien, au contraire. Voilà, donc faut étudier. L'histoire, je crois que c'est une grande passion des Français. Oui. Les Français ont toujours aimé l'histoire. Exactement. Et on ne leur enseigne plus. Maintenant, l'histoire, c'est l'histoire thématique, c'est pas de l'histoire. Oui. L'histoire thématique à l'école, c'est pas de l'histoire. On ne peut pas avancer en histoire par thème. C'est pas vrai. On enchaîne les événements les uns derrière les autres, avec des dates, avec des faits et avec des sources. C'est comme le journalisme. L'histoire, c'est comme le journalisme. Exactement. Qu'est-ce que c'est? La différence entre une information et une opinion. Une opinion, c'est ce que je dis. Une information, c'est qui a dit quoi, quand et à quelle source. Et bien l'histoire, c'est pareil. C'est qu'est-ce qui s'est passé et qui le dit et quand était-ce. Et ensuite, avec la nécessité, à partir d'une source, de la confronter avec d'autres sources. Et ça, c'est de la recherche, c'est du travail. C'est du travail, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est absolument passionnant. Oui, si vous aurez fait un autre métier, vous aurez fait quoi? Couturière. Couturière? J'adore. D'accord. Mais en fait, bon, c'est parce que j'ai pas le temps, Oui. mais on peut faire de l'histoire et de la couture. Exactement. On peut faire les deux, et je ne m'en prive pas. Exactement. J'adore les travaux d'aiguille. Brodeuse, ça aurait été pas mal aussi. Oui. J'aime bien. Donc, un dernier mot. Un dernier mot. Pour les cœurs, source une corda. Parfait. On les aura. Merci pour tout, Marie. Merci.